bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 21 mars. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec cette réunion de sensibilisation pour la protection des tortues marines. Nous parlerons yachting avec cette soirée organisée afin de créer des opportunités. Nous découvrirons la 14e édition des Sérénissimes de l'humour. Nous suivrons à la répétition générale de l'enlèvement au sérail à l'Opéra Garnier. Et enfin, nous suivrons la 39e édition du concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine dans votre Focus Info de ce jeudi. Une réunion de sensibilisation pour la protection des tortues marines s'est déroulée en début de semaine à l'initiative du gouvernement princier et de l'Institut océanographique. Plus d'une quarantaine d'usagers de la mer étaient réunis au musée océanographique. Un reportage de Fabien Bonilla. Une journée de sensibilisation à la cause des tortues marines au musée océanographique. Plongeurs, associations de plaisanciers, pêcheurs, capitaineries et autres pratiquants réguliers des eaux monégasques qui étaient présents pour acquérir les bons réflexes en cas de rencontre avec une tortue de mer. Savoir identifier une tortue marine en détresse, connaître les règles d'intervention, de manipulation et prévenir les réseaux spécialisés, tels étaient les objectifs de cette journée de mobilisation des usagers. Chacun apporte sa pierre à la connaissance et à l'alerte pour que ensuite tout le réseau fonctionne, chacun dans ses missions, chacun dans sa spécificité, chacun dans l'apport qu'il peut faire. Mais en tout cas, le message, c'est que tous ensemble, on peut protéger notre environnement marin, on a tous un rôle à jouer. Et à Monaco, ça fonctionne bien et tous les acteurs collaborent et on a un réseau qui est extrêmement efficace et motivé. Cette matinée de mobilisation fut également l'occasion de faire le point sur la biologie des tortues marines ainsi que les menaces qui pèsent sur leur existence, comme ce fléau qui est le plastique. C'est vrai que malheureusement à l'heure actuelle, c'est 4 OFNI pour une tortue. C'est-à-dire que sur 4 approches où j'ai une suspicion que c'est peut-être une tortue, 4 fois sur 5, c'est un ballon plastique, c'est autre chose qui flotte, ce qu'on appelle un objet flottant non identifié, un OFNI. J'ai des cas assez flagrants, notamment avec les ballons plastiques, les ballons d'anniversaire. Ça, c'est quelque chose qui termine à chaque fois en mer. C'est-à-dire que je ne sors jamais en mer sans ramener 3, 4 ou 5. À l'effigie des fois de tortues marines, donc c'est assez fou, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont là, mais on cherche les ballons, quoi. Les participants à cette journée de mobilisation organisée par le gouvernement et l'Institut océanographique ont pu visiter le tout nouveau centre monégasque des soins des espèces marines. Le CMSEM s'inscrit dans un programme de sensibilisation pour la préservation des tortues marines. Ce centre participe désormais directement à la conservation de ces espèces menacées et collabore au programme d'études qui leur sont dédiées. Ici, on est capable de faire les premiers soins, les premiers secours. Donc tout ce qui est soigner des plaies. Alors les tortues marines souvent sont victimes aussi d'obstruction du tube digestif. Donc elles absorbent des déchets plastiques, elles absorbent différentes choses qui bloquent leur transit. Donc ça, on est capable de le soigner ici. On est équipé d'un échographe aussi qui permet de faire le diagnostic. Et ensuite, en fait, on travaille en partenariat avec des vétérinaires qui peuvent nous aider si on a besoin de faire de la chirurgie notamment. Donc voilà, on travaille avec la clinique vétérinaire de Fontvieille, avec d'autres vétérinaires qui peuvent nous accompagner s'il y a besoin de grosses structures. Mais ici, on est capable de faire vraiment les premiers soins et les soins les plus classiques. Bien que spécialisé dans la prise en charge des tortues marines, ce centre sera en capacité de venir au secours d'autres espèces emblématiques de la Méditerranée, comme par exemple les hippocampes, les grandes nacres ou encore les mérous. Quand on parle de yachting, on pense forcément au yacht, mais il y a également le commerce et les entreprises locales de Monaco. Une soirée était justement organisée au Yacht Club de Monaco afin de faire connaître les opportunités du secteur. Dominique Poulain était sur place. Dans le marché du yachting, Monaco est perçu comme la capitale. Après la crise économique de 2008, le secteur retrouve sa route et prend de nouveau son envol vers un avenir florissant. Toutes les grandes agences mondiales du yachting ont un bureau ou un siège social à Monaco. C'est ce qui ressort de la soirée du Young Professional in Yachting, une association créée en 2009 aux États-Unis et possédant une antenne à Monaco depuis 2013. Une association qui rassemble les personnes de moins de 40 ans qui travaillent dans l'industrie du yachting. On a voulu rassembler autour d'un même événement les acteurs du yachting en principauté, donc les institutionnels comme le gouvernement, le Conseil national,
et les associations comme le Yacht Club, le Cluster, le YPY, ainsi que l'Institut universitaire de Monaco qui a une formation yachting. Et en fait, on a voulu mettre l'accent sur tout ce que Monaco fait pour le yachting, et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et aussi comment Monaco intègre la nouvelle génération, donc les jeunes dans le yachting, à travers l'information et ensuite pour leur aider à trouver des stages et des emplois, puisque c'est un secteur qui est très porteur. Le yachting, c'est la 4e industrie de Monaco. Et même si Monaco n'est qu'un petit État d'un peu plus de 2 km², cela n'empêche pas la principauté d'être un leader dans le monde du marché du yachting, dont le chiffre d'affaires dépasse les 750 millions d'euros. Un secteur qui offre aussi plusieurs opportunités d'emploi. Il y a 2 types de métiers dans le yachting. Il y a les métiers à terre et les métiers embarqués. Embarqué, c'est quand vous êtes sur un bateau, capitaine, marin, stewardess. Donc ça, c'est un type de métier avec leur propre formation. Et ensuite, il y a les métiers, ce qu'on appelle les métiers à terre. Donc là, ce sont les gens qui fabriquent, qui entretiennent, qui louent, qui vendent et qui managent les bateaux, parce qu'il faut savoir qu'un gros bateau, ça correspond à une entreprise. Il y a plusieurs personnes à bord, voire parfois plusieurs dizaines de personnes à bord. Et donc tout ça, il faut gérer en termes de comptabilité. Et puis après, techniquement, il y a beaucoup de choses à faire sur un yacht. Rien qu'à terre, ce sont 1500 personnes qui travaillent dans le yachting à Monaco. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Depuis la publication du livre blanc de la transition énergétique en mars 2017, le gouvernement princier a poursuivi sa mise en œuvre d'actions visant à améliorer notre efficacité énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la principauté. Et comme de nombreuses entreprises à Monaco, le groupe TMC vient lui aussi de signer le Pacte national pour la transition énergétique. La mission nationale pour la transition énergétique mobilise également les banques à Monaco. En 2018, la banque BNP Paribas a signé elle aussi le pacte national et développe de nombreuses actions, comme notamment la réduction du parc automobile, la participation à Monocologie, un objectif zéro plastique, des solutions pour ses employés pour la mobilité durable, l'installation d'équipements LED, des bornes de recharge gratuites en énergie verte pour les véhicules de ses collaborateurs, le branchement de fontaines à eau filtrées et le développement du programme Climate Initiative pour soutenir la recherche sur le changement climatique. L'Assemblée générale de la sécurité routière s'est tenue ce mercredi à l'Automobile Club en présence du couple princier. La volonté de préserver des vies par l'éducation routière pour les plus jeunes a permis à l'association depuis plus de 20 ans de mettre en place de nombreuses actions à Monaco. Et au cours des années, ces actions sont devenues incontournables et extrêmement importantes, notamment pour la jeunesse monégasque, une tranche d'âge fragile et dont il faut prendre soin. Focus sur les futures loges du Stade Louis II, elles ont été dévoilées à l'occasion du Business Club mercredi dans le Salon d'honneur, des loges qui seront mises en place pour la saison prochaine. La 14e édition des Sérénissimes de l'humour a débuté cette semaine du côté du Grimaldi Forum avec 4 artistes. À cette occasion, Fabien Bonilla a pu rencontrer Fabrice Eboué. Non, qu'est-ce que j'étais nul, moi, au passé simple. Nous mangeâmes, nous arrivâmes. Quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un verre du premier groupe. Moi. Profession tireur d'élite ou plutôt sniper de la vanne chez Marc-Olivier Fogiel en 2006 ou encore comédien, réalisateur et même chanteur mais surtout humoriste. Fabrice Eboué est le premier artiste à se produire sur la scène du Grimaldi Forum à l'occasion des 14e Sérénissimes de l'humour. Il y a présenté son 3e spectacle, Plus rien à perdre. Ah non, c'est un bordel absolu. Puis il y a toutes les réformes. Vous savez, la grammaire inclusive, vous avez vu ça? C'est les féministes qui ont dit « Ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin ». Et depuis, t'as plein de communautés qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules. Ces 2 spectacles ont plutôt bien fonctionné. J'ai eu l'occasion aussi de faire des films qui ont bien marché. Donc, quelque part, j'ai pris un peu de recul par rapport au métier. D'autant plus que j'ai eu un petit garçon depuis le dernier spectacle. Donc, le métier n'est plus une obsession. Hein. C'est plutôt mon fils maintenant mon obsession. Ça reste une passion malgré tout. Et donc, quelque part, je monte sur scène beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu. Et quand on est détendu, effectivement, on est sans filtre. Donc, c'est le spectacle où je dis j'ai plus rien à perdre parce que je vais très loin, tout simplement. Voilà, pour mon amusement et pour celui du public, j'espère.
Plus rien à perdre, Fabrice Eboué a la petite phrase qui fait mouche, comme à chaque fois, et qui fait rire sur des sujets souvent sensibles. Tout le monde en prend plein son grade. Blague à part, moi j'ai un pote à moi, il est prof de philo en ZEP. Il m'a dit l'autre jour, j'arrive en cours, je dis aujourd'hui nous allons voir le complexe d'Oedipe. Qu'est-ce que vous pensez du complexe d'Oedipe? Va niquer ta mère! Exactement, 20 sur 20. J'ai pas de slip favori, j'allais dire, je n'ai pas de cible favorite, bien au contraire, je crois que le travail de l'humoriste, c'est de faire rire de tout et avec tout. Donc voilà, alors je m'inspire parfois de faits de société, comme c'est le cas en ce moment, on parle beaucoup du rapport à la nourriture, du rapport à l'écologie, etc. Donc il y a une large partie de ça dans le spectacle, mais j'ai pas de thème en particulier. Au contraire, je crois que plus on est large, mieux c'est, parce que si c'est pour taper toujours sur les mêmes ou sur les mêmes sujets, ça n'a pas trop d'intérêt. Non, pour moi, il faut être le plus large possible. Fabrice Eboué fête ses 20 ans de carrière, déjà un artiste qui a évolué. Vous pouvez trouver, je crois, des images sur Internet d'un de mes tout premiers spectacles. Il y a même un sketch où je suis carrément juste en slip de bain léopard. Donc il y a d'abord une grosse évolution, je dirais, au niveau vestimentaire. Ça n'a rien à voir, j'ai le crâne rasé, je suis très musculeux même à l'époque. Donc j'avais 20 ans, je me cherchais totalement. Non mais j'ai déjà du mal à regarder, évidemment ces spectacles, c'est impossible à regarder. Les premiers qui ont été un peu plus médiatisés, j'ai beaucoup de mal. Je commence tout juste, selon moi, parce que c'est pas ma formation au départ d'être comédien, je commence tout juste, selon moi, à arriver à quelque chose d'acceptable. Donc voilà, donc oui, il y a une grosse évolution, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu énormément de dates, de tournées, je sais pas combien on a fait de dates depuis 20 ans, mais oui, c'est un métier, à la différence de sportif, on mûrit toujours grâce à la scène. C'est vrai qu'un sportif, à partir de 32, 33 ans, ça commence. Nous, on peut encore s'étoffer jusqu'à 50, 60, 70 ans, c'est l'avantage. Après Monaco, Fabrice Eboué est loin de clore sa carrière toujours montante. Il se prépare à tourner un film cet été. Après Fabrice Eboué, 3 artistes se succéderont jusqu'à samedi. Jean-Philippe Janssen, Noël Perna et Anne Roumanoff. Je vous propose justement d'écouter à ce sujet l'organisateur des Sérénissimes de l'humour. On a essayé de faire tous les artistes de la scène française, à la fois les très connus, les moins connus. On essaie de faire pour tout public. On essaie aussi de respecter la parité. Comme vous voyez, cette année encore, 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc on est dans les clous. Non, ça évolue plutôt bien. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que maintenant le festival s'est installé dans les tournées françaises, au niveau des promoteurs, des tourneurs et des artistes, où Monaco est attendu. Ça fait partie d'une étape. Moi, je suis très heureux puisqu'on continue dans la tradition des Sérénissimes de l'humour avec des artistes vraiment étonnant, super. Alors, certains qui sont déjà venus, des habitués, comme Noël Perna et Anne Roumanoff, et puis des tout nouveaux comme Fabrice Eboué et surtout Jean-Philippe Janssen qui est un tout nouveau. Parlons musique à présent avec cette nouvelle production à l'Opéra Garnier. L'enlèvement au sérail a véritablement envoûté son auditoire. José Sacré vous en dit plus. Selon le synopsis, l'opéra L'Enlèvement au sérail de Mozart se déroule dans un harem, dans une Turquie de fantaisie. Pour cette nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo, le metteur en scène Dieter Kegi a eu l'idée originale de transposer l'action dans un train inspiré de l'Orient Express qui part de la gare de Monte-Carlo, s'arrête à Salzbourg, Budapest, Istanbul et Le Caire. La distribution de cette coproduction avec l'Opéra de Marseille est jeune et de qualité. Rebecca Nelson et Constance, Jodie DeVos blonde, Cyril Dubois Belmont, Brenton Ryan Pedrillo. Le méchant Osmin est parfaitement incarné par Albert Pessendorfer. Quant au rôle du Pacha, il est interprété par un acteur de cinéma allemand, Bernard Bettermann, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Patrick Tavin. Le sujet est formidable, il est haletant, il est poétique, tous les personnages sont extrêmement bien caractérisés, un peu dans une veine endélienne où ils ont non seulement plusieurs airs, mais plusieurs airs de couleurs et de tournures totalement différentes, ce qui leur permet de caractériser vraiment, d'approfondir. Aucun personnage n'est superficiel dans l'enlèvement, puisqu'on a l'occasion de les voir non seulement dans leurs différentes facettes de personnalité, puis ce qu'ils deviennent, leur développement. Donc c'est un vrai bonheur d'un bout à l'autre.
pense que tout le monde s'est vraiment investi corps et âme là, dans le travail pour rendre à la musique et à cet opéra à la fois sa justesse, sa couleur, sa vérité. Enfin, je crois qu'il y a vraiment un moyen d'apprivoiser et rendre cet opéra dans sa fraîcheur, dans sa transparence. Ce n'est pas l'opéra le plus populaire des grands opéras de Mozart, et en même temps, il y a quelques inconditionnels. Ça m'est arrivé quand je préparais ça de rencontrer des mélomanes qui disaient « Ah, moi, c'est mon opéra de Mozart favori », parce qu'effectivement, il est à la fois plein d'inspiration, plein de fantaisie, plein de liberté, plein de couleurs. Avis aux amateurs de cuisine française. Notre Focus Info de ce jeudi est consacré à la 39e édition du concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine qui s'est déroulé ce mercredi en Principauté. Alexandra Pani a suivi les 6 candidats tout au long de la journée. Enfiler la toque, positionner son tablier, vérifier son poste de travail, des gestes du quotidien pour ces apprentis chefs cuisiniers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un service classique qui les attend. Ils sont les 6 finalistes du 39e concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. En cuisine, la pression monte quelques minutes avant le coup d'envoi. Et toi ? Stressée. Après, je me suis entraînée, donc ça devrait aller. Je joue à domicile aussi, ça devrait le faire. Bon, on verra bien. Ces jeunes chefs viennent donc de Monaco, mais aussi de Bastia, Marseille, Saint-Chély-d'Apcher. Et 2 d'entre eux viennent d'encore plus loin. Ils représentent l'île Maurice et le Mexique. Parce que tu pars dans 40 minutes, hein Français, hein Cuisson du loup, un peu il se repose, c'est très bien. D'accord ? Allez. Ils auront donc 4 heures pour faire parler leur créativité sur un thème imposé. Cette année au menu, un loup farci accompagné de ses 3 garnitures et en dessert, un grand classique de la pâtisserie, la célèbre tarte tatin. J'ai ouvert le loup en portefeuille. J'ai mis une farce aux herbes dedans. Après j'ai fait un chromeski de pommes de terre au pamplemousse avec un tartare de mou qui est juste là. J'ai fait des chartreuses de courgettes avec une royale de champignons avec un champignon tourné dessus. Des plats qu'ils ont pu travailler en amont avec leurs professeurs. La clé du succès, répéter les gestes pour qu'ils deviennent des habitudes, jusqu'à obtenir la bonne maîtrise de ce menu. Le jour J, les chefs de la confrérie du Grand Cordon d'Or sont là pour les évaluer tout au long de cette épreuve, mais également pour leur apporter leur soutien. On les laisse faire comme ils se sont entraînés, comme ils ont l'habitude de faire, je vais dire. Et on ne leur donne pas de conseils parce qu'ils ont leur façon de faire, ils ont leurs recettes à appliquer. Ils sont entraînés d'une certaine façon, donc on est juste là, nous, pour les aider, pour les épauler au niveau matériel, au niveau fonctionnement des fours, au niveau denrées qui leur manquent, ou s'ils veulent recommencer. Mais autrement, leur façon de faire est propre à eux. On n'indique rien de ce côté-là. Ce concours culinaire fêtera l'an prochain ses 40 ans. Il offre la possibilité à des élèves de bac technologique, professionnel ou BTS de mettre en pratique leurs acquis scolaires et de développer leur imagination et leur sens du goût. Pour nous, c'est important. En plus, vous avez remarqué, parmi les membres du Cordon d'Or, on a quelques anciens chefs. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a ce petit bâton de relais à passer, voilà, c'est le moment. En fait, c'est ce qui nous anime quand on fait ce concours. C'est effectivement le relais qu'on va passer à ces jeunes qui vont être, j'espère, de grands chefs quelque part, quel que soit le métier où ils vont l'exercer, peu importe. Voilà, en fait, c'est ça le plus important. Vous savez, il y a beaucoup de chefs qui parlent de partage, etc. Là, c'est vraiment le cas. Loup farci au brocho et la blette. En garniture, vous avez un dôme de feuilles de blette. À 15h30, le premier candidat envoie ses plats, direction le jury dégustation. Ils sont 4 pour juger le plat et 4 pour le dessert. Gastronomes ou chefs, tous ont leurs critères de sélection. Je prends ça très naturellement au sérieux. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois que je fais un concours de cuisine, mais j'essaie d'avoir les mêmes attentes que j'ai quand je fais des concours de danse. Bon, je trouve que dans les 4 tartes qu'on a eues, il y a déjà des différences, ce qui montre un petit peu aussi le profil de chaque candidat.
Le niveau est quand même assez relevé. Donc ils ont beaucoup de talent, beaucoup de recherche aussi dans les assaisonnements. Donc là je pense qu'un petit peu plus épicé, un petit peu de citronnelle dans certaines garnitures. Ils nous surprennent. En cuisine, la pression redescend au fur et à mesure que les plats sortent. Les candidats semblent tous soulagés et fiers de leur menu. Je pense que c'était une extraordinaire opportunité. C'est amusant d'être ici. Et bon, voilà, on va voir plus tard le résultat. Il faudra patienter encore un peu avant de connaître le gagnant de cette 39e édition. Le jury doit délibérer pendant que les chefs en herbe nettoient leur plan de travail. 18h30, rendez-vous dans le hall du lycée technique et hôtelier de Monaco pour la remise des prix. Sur la 3e marche du podium, l'on retrouve la Mexicaine Fernanda. Le 2e vient de Saint-Chély-d'Apcher. Et c'est finalement la régionale de l'étape, Margot Baronchelli, qui terminera à la 1re place. Comment on se sent là maintenant? La pression est retombée et puis belle récompense. Détendue et contente, très contente. Petit bilan, on va dire, de cette journée. Stress, joie et on va profiter maintenant. Un repos bien mérité attend les candidats. Tous repartiront les mains pleines de l'eau et des souvenirs plein la tête. Une expérience enrichissante pour ces jeunes chefs en devenir qui marquent le début d'une belle carrière. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo. La météo sera des plus clémentes pour les jours prochains. Un temps printanier avec de beaux instants ensoleillés jusqu'à lundi et des températures estivales. Le thermomètre affichera un beau 18 degrés durant les 3 prochains jours. Une légère baisse des températures en début de semaine, notamment dû au ciel gris et nuageux de lundi. Un ciel qui, à compter de mardi, se dégagera progressivement, les nuages se faisant de plus en plus discrets. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine automobile Asphalte consacré cette fois-ci à la Ford Mustang GT. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.